L'enjeu aujourd'hui, c'est de parler de la communication. Alors en général, mais particulièrement avec les enfants et en fonction de vos infos, je vois qu'on me dit que c'était bon, donc impeccable. Merci beaucoup pour l'info. Donc on me dit enfin voilà, le but c'est de partir, ensuite, assez rapidement sur, vous, vos besoins de parents, ce que vous vivez avec vos enfants, que je puisse vous faire des parallèles avec la façon dont nous on le traite en fait, sur l'école ou après en général, de manière montessorienne, hein. Voilà. Mais du coup, pour partir sur des bonnes bases, il va falloir que je vous fasse quand même des petites infos sur la communication. Qu'est-ce que c'est que la communication? Voilà, comment on le travaille? Quelles sont les clés, les petits outils, du quotidien avant de partir sur des choses pratico-pratiques. Donc contrairement à la dernière fois où voilà, c'était un petit peu plus, libre dans l'échange, là, on va commencer avec une petite partie, voilà, on va dire un peu plus, j'ai envie de dire scolaire, voilà, un peu plus de formation sur quand même qu'est-ce que c'est que la communication. Voilà, donc on va commencer, par le partage d'écran. J'essaie de faire un diaporama pour que ce soit un petit peu sympa. Voilà, donc quand j'ai le partage d'écran, je ne vois pas forcément tout le temps vos questions, voilà, mais je vais essayer de naviguer assez régulièrement pour aller voir le question-réponse. Voilà. Donc, l'enjeu pour communiquer avec son enfant, ben, on va déjà partir directement de qu'est-ce que la communication est, voilà. La communication avec l'enfant particulièrement doit répondre à quels critères? On va parler un petit peu de la violence éducative ordinaire parce que forcément ça en fait partie. Et puis ensuite, on va aller voir comment bien communiquer, les clés de la communication non violente, les clés de notre ambiance à nous, tout ce qui est liberté et discipline. Les périodes critiques de la communication, parce qu'il y a quand même 2 grandes périodes dans la vie où c'est un petit peu critique. Et puis en pratique, ça donne quoi donc, avec la réponse à vos questions ou des exemples que je vous donnerai si jamais il y a pas de questions. Donc pour bien comprendre la communication, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une boucle rétroactive, hein, donc il y a un message, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais il y a le message, il y a un émetteur, un récepteur et on attend le retour de ce message. Voilà, donc c'est quelque chose a priori au départ assez simple. On va être dans le dialogue, dans l'échange, dans la communication. Donc, avant tout, la communication avec l'autre, c'est pas juste un aller-retour d'informations. Et c'est un peu l'erreur qu'on fait souvent. Je donne une information, j'attends une réponse ou j'attends une action en fait à l'information que j'ai donnée. Or, la communication, au départ, c'est vraiment un échange. C'est cette boucle, quoi. Et on fait le ping-pong et c'est pas forcément transmettre une information verticale. Il est censé avoir une vraie écoute en fait là-dedans. La communication, c'est aussi un message et ce message est constitué pardon, que de 7 de langage. Donc contrairement à ce qu'on croit, on ne parle pas avec ce qu'on dit, mais on parle avec ce qu'on est à ce moment-là. Donc on a quand même un langage corporel qui est très fort, qui joue pour moitié, hein, 55. L'intonation de la voix qui est sur 38 et 7 simplement de notre message est constitué de langage. Donc, c'est très important de faire attention aux mots qu'on choisit, puisqu'ils sont très peu, donc ils sont précieux. Mais finalement, on parle beaucoup plus avec notre corps, avec qui on est, avec les intentions, les intonations de voix qu'on va poser, qu'avec ce qu'on dit. Voilà, donc ça, les enfants, ils sont évidemment hypersensibles à cette communication non verbale. C'est ce qui explique que les enfants avant 2 ans savent très bien se faire comprendre aussi grâce à ce langage corporel. On comprend un tout petit, même à 6 mois, dans les intentions qu'il veut nous transmettre, dans ses pleurs, dans la façon dont il pleure, dans la face dans l'expression de son visage, dans les mouvements de son corps. Voilà. Donc, ils sont aussi très sensibles, évidemment, au langage corporel de l'adulte, puisqu'au départ, c'est le seul langage qu'ils connaissent. Donc, si vous ne croyez pas ce que vous dites, eh bien, votre message ne vous habite pas et il ne passe pas. Donc, si vous dites à votre enfant, «Je suis très calme», alors qu'en fait vous êtes très énervé, bah, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir passer là.
C'est aussi la raison pour laquelle il est très important pour un enfant de développer son langage corporel, puisque même une fois qu'il aura le langage, cette communication comptera pour moitié dans sa relation aux autres. Donc toute la partie non verbale de la toute petite enfance et du tout petit est très importante parce qu'il va commencer à construire cette communication non verbale et essayer de se faire comprendre avec autre chose que des mots. Voilà. Dans la communication, on note aussi que nous, adultes, on est capable de décrypter le langage corporel. Lui, l'enfant, il est en train de l'apprendre. Donc, c'est important aussi à des moments d'accentuer un peu ce langage corporel et ses intonations pour que ce soit bien clair pour l'enfant. Si on est sur une communication avec des intonations beaucoup trop lisses en permanence, un discours plutôt, voilà, un peu lisse, un peu monocorde, vous voyez, qui est un peu toujours sur les mêmes bases, voilà. L'enfant ne va pas faire les repères en fait de différence entre les différentes émotions notamment. Voilà, donc c'est important parfois de surjouer un peu les choses, voilà, pour que ce soit bien clair pour l'enfant, qu'il puisse prendre ses repères. Ça explique à l'inverse aussi que par contre, vous ne pouvez pas mentir à un enfant parce que votre langage corporel va vous trahir, quoi. Donc même si vous ne le dites pas, et c'est pour ça qu'on dit, mais les enfants, ils savent tout. Même si vous ne le dites pas avec des mots, il sait que vous êtes fatigué, il sait que vous êtes triste, il sait qu'il y a de la maladie ou qu'on est un peu plus faible en ce moment, qu'on est très heureux. Voilà, vos émotions, elles transparaissent parce qu'à ce moment-là, elles sont vous, en fait. Voilà, et donc lui, ça, il va le savoir. Donc c'est ce langage corporel et ces intonations de voix qui nous donnent aussi, à tort ou à raison, une avis sur la véracité des propos d'une personne inconnue. C'est ce qui engendre la première impression, en fait. On se fait une première impression de quelqu'un avec aussi son langage corporel. Et c'est comme ça qu'on se dit, attends, lui, il est en train de nous raconter n'importe quoi. Pourtant, c'est une personne qu'on ne connaît pas. Mais on sent que dans sa communication non verbale, il y a quelque chose qui ne va pas là avec ce qu'il est en train de dire, vraiment avec des mots. Il faut savoir qu'il y a aussi une grosse perte d'information, hein. Donc, on a vu le langage, c'est que 7% du message, et ce message, il y a ce que nous, on veut dire. Ensuite, il y a que 70% qui va être vraiment ce qu'on a dit, en fait. Donc, entre ce qu'on veut dire et ce qu'on a dit, déjà, on perd 30% de notre message. Ensuite, il y a ce qui a été entendu. Donc, il n'y a que 60% de ce message initial, hein, qui va être vraiment entendu par l'autre. Il y a ce qui a été vraiment écouté et ce qui a été compris. Donc là encore, il y a de la perte d'information. Et puis après, il y a ce que l'autre a retenu de ce message. Et on voit que là, on n'est plus qu'à 20%. Et il y a ensuite ce qui est répercuté. Et là, on en perd encore. Donc au final, on ne répercute que 10% du message qui a été en intention, en fait, au départ de son interlocuteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous demandez à un enfant, par exemple, de ranger sa chambre, entre ce que vous allez vouloir lui faire passer de votre arrangement, de ce que vous attendez de lui, lui, il va pouvoir en répercuter que 10% au départ. Voilà. Ce qui explique qu'on répète beaucoup, en fait, hein, c'est normal, parce qu'on perd des choses. Donc, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup dire la même chose, même si c'est très fatigant. Votre message initial peut potentiellement mettre une dizaine de fois à être perçu dans sa globalité à cause de tout ça. Ouais, et c'est ce qui explique qu'il y a des sujets qui reviennent aussi souvent parce que là, aujourd'hui, on parle de la communication. Vous allez garder un petit quelque chose de ça, mais si on le refaisait dans 5 ou 6 mois, vous garderiez encore un peu. Et voilà, et je sais que évidemment, vous n'allez pas pouvoir tout retenir de ce que je vous dis, mais vous allez piocher là-dedans ce qu'il vous faut. Et c'est pour ça qu'il faut régulièrement, régulièrement revoir toujours les mêmes sujets aussi quand on est parent sur des choses, parce que c'est pas parce qu'on l'a entendu une fois que finalement on va le savoir sur la longueur. Voilà, et en plus, il faut soigner du coup les 87% de non-verbal dans le message. Parce qu'on a compris, hein, dans le message, il y a que 7% dans le langage, quoi. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y faire attention, il faut y faire attention, mais il faut aussi soigner tout le reste pour être bien compris. Donc quelque chose qui pourrait paraître simple au départ, il y a 2 personnes, hop, on s'échange des choses et voilà, on joue un peu à la balle comme ça. Finalement, c'est très complexe parce que dans cet échange, très souvent, on va perdre la balle en route, en fait. Et c'est comme ça qu'on ne se comprend pas et c'est comme ça qu'on crée des malentendus aussi, avec nos enfants, hein, voilà, et qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne comprennent pas et inversement.
C'est aussi comprendre qu'on est différent, hein. On a nos lunettes intérieures qui influencent notre sensibilité et ça colore notre environnement. Donc on sera attentif aussi à des choses et pas à d'autres. Donc pour être attentif à l'autre, il faut être capable de changer de lunettes et la richesse de l'être humain, c'est la palette de couleurs qu'on a. C'est-à-dire que moi, je vois quelque chose d'une façon, vous allez le voir d'une autre, la personne à côté encore d'une autre. Voilà, et avec votre enfant, c'est pareil. Donc il faut avoir la capacité aussi de regarder les choses avec le regard de l'enfant. Si vous adressez à l'enfant, il faut que vous soyez capable de changer vos lunettes d'adulte et de mettre les lunettes de votre enfant pour parler sur le même terrain que lui, en fait, sur ce qu'il va être capable de comprendre, là où il en est lui à ce moment-là, et ainsi de suite. Voilà. Hein. Et petit à petit, on va apprendre à l'enfant à lui aussi changer son regard et de pas voir les choses que avec ses lunettes à lui, mais regarder aussi avec les lunettes des autres. Et voilà, et en premier lieu, pas forcément celle de l'adulte, mais plutôt un enfant de son âge, puisqu'ils vont être un peu sur les mêmes choses. Donc, se mettre à la place de l'autre, c'est aussi ça. Parce que là, à un moment donné, on peut facilement ne pas être d'accord. Il y en a un qui voit un 6, l'autre qui voit un 9. Au final, qui a raison, qui a tort? Ben, il y a pas de vérité, en fait. Il faut regarder le message avec le point de vue de l'autre, encore une fois, pour se comprendre. Ça, c'est vrai pour tout le monde, hein. Là, je vais vous parler plus spécifiquement avec l'enfant, mais ça, c'est des repères, évidemment, de communication globale. Voilà pourquoi, même entre adultes, très régulièrement, pardon, on va pas se comprendre, quoi. Parce que selon de quel côté vous êtes, vous n'allez pas parler de la même chose. Donc la communication avec l'enfant, ça va être quoi? Ça va être beaucoup dans le factuel, décrire des faits le plus possible et j'ai envie de dire mettre beaucoup de détails là-dedans. Différencier l'enfant de son comportement. Le comportement que l'on a n'est pas tout ce que l'on est, d'accord? Donc ça, c'est très important. C'est ton comportement me dérange, c'est pas toi qui me dérange, c'est ton comportement. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parler positif le plus possible. Alors, parler positif, c'est parce que les formes négatives, en fait, demandent de travail à l'enfant, au cerveau, en fait, pas qu'à la femme, mais au cerveau, en réalité. À nous aussi, adultes, mais le traitement de l'information va aller plus vite. Ça veut dire que si je vous dis ne te retourne pas, qu'est-ce que vous allez faire souvent? On se retourne. Parce que la première chose qu'a retenu le cerveau, c'est retourner. Si je vous dis regarde en face, ben, vous allez regarder en face. Je regarde en face. Pour l'enfant, ça va être exactement pareil. En fait, le ne pas n'existe pas. Le cerveau, vous ne le savez ou pas, mais en tout cas, je vous fais ce petit rappel, fonctionne par association d'idées. Donc, en face, ça veut dire quelque chose. Si je vous dis le mot en face, automatiquement, vous avez des images ou des sons, enfin, des représentations qui vous viennent en tête. Si je vous dis je, ça veut dire quelque chose aussi, hein. C'est je, moi, où vous allez avoir cette représentation-là. Voilà. Par contre, si je vous dis ne pas, ça veut rien dire, ça amène à rien, en fait, dans le cerveau. Donc, par exemple, quand un enfant, va toucher, une table et que vous voulez pas qu'il touche la table, si vous lui dites: «Ne touche pas la table», pour lui, dans le cerveau, il y a d'abord toucher la table. Donc, forcément, il va mettre sa main dessus avant de comprendre que c'est l'inverse qu'il doit faire, donc c'est ne pas la toucher. Si vous lui dites enlève les mains de la table, ben là, l'information est très claire. J'enlève ma main de la table. Donc ça paraît ultra bête, hein, mais qu'est-ce que ça change la vie? Ça change la vie beaucoup au quotidien avec les enfants, parce qu'on se fait beaucoup mieux comprendre en fait. Voilà, donc pensez à ces petites phrases positives. Alors, c'est pas naturel parce qu'on est habitué à parler beaucoup dans la négation. Ne touche pas, ne mange pas, ne va pas, voilà. Et petit à petit, il faut se trouver des petites phrases toutes faites, celles que vous utilisez le plus au quotidien, hein, on va dire. Et, et voilà, et essayer de la transformer. Je vais vous donner un exemple en classe, par exemple. Très régulièrement, les enfants, au lieu de marcher, ben, ils vont courir un peu ou vont commencer à sautiller. C'est normal, ce sont des enfants. Donc, plutôt que de reposer le cadre, ne cours pas dans la classe, eh bien, en fait, on repose le cadre, on te demande de marcher dans la classe. Si je lui dis ne cours pas, il va être dans courir. Si je lui dis marche dans la classe, là, on est sur le système qu'on veut, c'est-à-dire la marche, automatiquement, l'enfant va modifier son comportement.
Voilà, donc ça, c'est vraiment une astuce importante. Le regard, évidemment, qu'on va porter sur lui, hein, dans la communication, c'est déjà comment je le regarde, qu'est-ce que je comprends de ce qu'il est en train de me dire, qu'est-ce que moi j'attends de lui. Nommer la difficulté s'il y en a une, voilà, pour que les choses soient claires. Mettre un message de confiance malgré tout, c'est pas parce qu'il y a une difficulté qu'il va pas y arriver. Donc toujours être dans cette confiance et cette confiance, il faut qu'elle soit sincère, hein. Vous avez compris que dans le message, on parle avec notre corps d'abord. Si vous lui dites: «Je te fais confiance», mais qu'en fait c'est pas vrai, vous lui faites pas confiance du tout, ça va être compliqué, hein. Alors je vois que oui, effectivement, c'est difficile parfois de trouver l'équivalent en phrase positive, c'est vrai. C'est pour ça que c'est bien d'y travailler un peu avant quand vous voyez qu'il y a des choses un peu qui se répètent. Hem, voilà, c'est alors il faut essayer de regarder la situation à l'envers. Par exemple, traverse pas la route, ça va être, reste avec moi ou reste sur le trottoir, ce genre de choses. Donc il faut toujours essayer de regarder la situation et de se dire: «Bon alors, il doit pas faire ça, mais donc s'il fait pas ça, qu'est-ce qu'il fait en fait?» Voilà, et ça va aider à trouver les choses, positives. Mais oui, effectivement, c'est extrêmement compliqué et puis c'est un travail quotidien, hein. Enfin, nous, on continue de le travailler. Moi, je travaille encore tous les jours avec mes enfants, voilà. Mais bon, voilà, petit à petit, c'est vraiment de prendre quelques situations au départ et se dire: «Voilà, qu'est-ce que j'attends de l'enfant à ce moment-là? Je veux pas qu'il fasse ça, donc si je veux pas qu'il fasse ça, je veux qu'il fasse quoi en fait? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse?» Et comme ça, petit à petit, on trouve. Mais c'est un vrai travail, ouais, ça c'est sûr. C'est pas, ça vient pas spontanément parce qu'on n'a pas été habitué comme ça en plus, hein, on est quand même beaucoup dans une société où on montre tout le temps que les trucs négatifs, donc on n'est pas habitué effectivement à parler en positif. Donc après, je sais pas si vous avez une situation, voilà, où vous dites: «Bah, là, je vois pas en quoi je peux trouver quelque chose de positif», mettez-la moi, je peux peut-être vous aider à trouver l'équivalent en positif, si jamais, quoi. Voilà. Donc par rapport à la confiance, du coup, ouais, si jamais je veux un message de confiance, il faut que moi, sincèrement, je fasse confiance à l'enfant. Si je lui fais pas confiance dans ce qu'il fait, c'est pas la peine de lui dire, hein, parce que ça marchera pas, en fait. Voilà. Il vaut mieux lui dire: «Là, je te fais pas confiance, mais ça vient pas de toi, ça vient de moi. Là, j'ai du mal, moi, là, à faire confiance sur ce qui va se passer, donc je préfère qu'on fasse comme ça ou comme ça». Mais du coup, c'est de le dire à l'enfant. L'intonation de voix, hein, est un peu est très importante, donc on va essayer de faire des variations. «Ah ben là, je suis pas d'accord». Il faut que sincèrement dans ma voix, je suis pas d'accord, quoi. Voilà, ça veut pas dire crier, ça veut pas dire être extrêmement en colère: «Ah, je suis pas d'accord, ça veut pas», enfin, vous voyez? Il y a une différence, mais: «Ah non, là, je suis pas d'accord». Je le dis simplement, clairement, sans jugement, mais on sent dans mon intonation et corporellement que là, il y a une limite qui se pose. La position du corps, évidemment, donc surtout avec les enfants, hein, on est le plus possible à la hauteur des yeux de l'enfant. Il faut capter le regard vraiment, hein, pour pouvoir être dans la communication avec l'enfant et s'assurer qu'il est dans l'écoute de ce qu'on est en train de faire. Voilà, et donc ça passe par le regard, donc ça nous oblige, nous, à se mettre à hauteur d'enfant et de ne pas hésiter à reformuler les choses. Ça revient un peu à ce que vous dites sur le des fois, c'est difficile de faire passer le message en positif. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire, une formulation: «Ah, de cette façon, ça ne marche pas, donc je vais essayer de le demander d'une autre façon» et ainsi de suite. Il y a des exemples, alors on va le voir avec la communication non violente notamment, mais quelque chose qui arrive très souvent parce que ça nous arrive même à nous: «Assieds-toi correctement». Voilà, «Assieds-toi correctement». D'accord, mais ça veut dire quoi s'asseoir correctement? Qu'est-ce qu'on entend vraiment de l'enfant? C'est là où il va falloir reformuler. Parce que spontanément, on va dire: «Ah mais assieds-toi correctement, regarde là, tu es mal assis». Bon OK, on a dit ça, mais en fait, on n'a rien dit. Il faut reformuler derrière. Mets tes fesses sur l'assise, pose tes pieds au sol, mets tes jambes sous la table. Après, vous ajustez selon où en est l'enfant et ce que vous attendez de lui. Mais voyez, ça va être ça en fait. Et c'est là où on revient à description des faits. Qu'est-ce que j'attends vraiment de l'enfant? Voilà, et donc ça demande à être très, très au clair, nous, avec nos attentes, nos émotions, nos besoins et cetera. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, dans le diaporama, hein, voilà.
Hem, donc pour déjà bien communiquer avec l'enfant, il faut renoncer à ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Donc ça, c'est la partie un peu moins sympa, mais on est obligé de l'évoquer parce qu'il faut qu'on comprenne de quoi on parle, en fait. Qu'est-ce que c'est que la violence éducative ordinaire? C'est la violence physique ou verbale qui est qualifiée d'éducative parce qu'elle fait partie intégrante de l'éducation à la maison et dans tous les lieux de vie de l'enfant, dont les écoles. Elle est dite ordinaire parce qu'elle est souvent quotidienne, considérée comme banale, normale et tolérée, sinon même parfois encouragée. En France, selon la Fondation pour l'enfance, 85% des parents ont recours à des violences dites éducatives. On estime que près de 9 parents sur 10 ont recours à la tape sur les fesses, par exemple. Deux tiers des parents déclarent donner des petites gifles. Concernant les châtiments corporels vraiment sévères, là, comme une claque, une vraie fessée, ça concernerait un parent sur deux. Et à noter que 50% des enfants tapés le sont avant 2 ans et 75% des enfants tapés le sont avant 5 ans. Donc, les trois quarts des violences physiques, en fait, le sont en pleine période d'esprit absorbante de l'enfant, au moment où il est tout petit aussi. Et c'est ce qui explique en partie sa banalisation, parce que je ne vais pas vous reprendre tout sur le cerveau et tout, hein, mais sur ce qu'on a abordé à d'autres moments sur la construction de l'enfant, hein, de 0 à 6 ans, on est dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc, c'est là, l'enfant absorbe tout, 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 et il est incapable de trier de toute façon là-dedans, hein. Voilà, il absorbe toutes les informations. Voilà, et donc du coup, il banalise ça. Ah c'est normal de mettre une gifle, c'est normal de mettre une fessée et cetera. Tout ça est dit absolument pas pour juger évidemment, mais pour dire qu'en fait, on est tous concernés. Enfin, à un moment donné, ça va tous nous arriver. Moi, sur mon fils aîné, sur le deuxième non, parce qu'après je l'ai beaucoup travaillé, mais mon fils aîné, par exemple, ça m'est arrivé une fois de lui mettre une fessée parce qu'à ce moment-là, ça a débordé. Je m'en suis extrêmement voulu, j'ai fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus, mais voilà, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Donc mon aîné est très grand maintenant, ça fait 13 ans que ça m'est plus jamais arrivé, mais bon, voilà. Donc quand même 90 des cas de maltraitance en France ont lieu dans le cadre familial. C'est un enfant tous les 5 jours, hein, qui meurt, soit plus de 73 enfants par an. Pour vous donner une idée, en Suède, qui a aboli les châtiments corporels en 79, pourtant ils avaient 70 d'avis défavorables au moment, eh ben, on a un chiffre de décès d'enfants dû à la maltraitance qui est quasi nul aujourd'hui, soit 4 enfants par an. Là-dedans, on ne prend en compte que la violence physique, hein, et il y a aussi beaucoup de dégâts dans les violences psychologiques, en fait. Voilà, c'est pas juste une blessure physique. Parmi les témoignages d'enfants suédois, on retrouve aussi le type de commentaires. Ces enfants les blessent dans leur cœur. Ils veulent des parents qui soient gentils, qui les aiment. Ils veulent que leur enfant soit heureux, pas leur faire du mal, etc. Donc la violence verbale, c'est les cris, c'est les hurlements, c'est l'humiliation, c'est les injures, c'est les menaces, c'est le chantage affectif, c'est le rejet, c'est la culpabilisation des enfants. Donc, par exemple, on lui fait peur en racontant des mensonges sur ce qui va lui arriver s'il n'obéit pas. On va lui faire honte, on va lui faire des chantages, on va le dénigrer, se moquer systématiquement de sa façon de s'exprimer, de ses capacités psychomotrices ou intellectuelles, de son aspect physique, de ses goûts, de ses opinions, de ses projets, de ses réalisations, de ses émotions, de sa douleur, de sa souffrance mentale, de ses liens amicaux. Enfin bref, voilà, on l'a tous vécu à un moment donné, hein, nous. Des fois, malheureusement, on le vit encore. Hem, Soit avec des amis, soit avec des conjoints, soit avec la famille, soit avec le travail, enfin voilà. Le culpabiliser: «Ah mais tu as tué ta mère si tu continues à pas écouter, tu rends tout le monde malade, tu nous rends fous, tu nous rends la vie impossible, c'est de ta faute si on va se séparer, regarde dans quel état tu nous mets» et cetera et cetera. C'est des exemples, hein, mais c'est juste pour comprendre de quoi on parle. Au niveau des négligences, il y a quand même sous couvert d'apprendre la vie, à être autonome ou responsable. Il y a des parents aussi qui ont une notion de la vie à la dure, en fait, pour les préparer à la vraie vie, qui est très importante. Donc, être privé de nourriture suffisante, de vêtements adaptés, de soins appropriés, de confort minimal, de sommeil. Ah ben, ça t'apprendra de son besoin d'intimité, de jeu, matériel éducatif, de sortie, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses.
Donc, dans la volonté d'instaurer une parentalité bienveillante, en général, on va assez loin dans ce qu'on identifie des violences ordinaires, hein. Donc, par exemple, presser l'enfant dans toutes ses activités en lui disant tout le temps: «Mais fais et va plus vite, va plus vite, va plus vite». Forcer à goûter, à manger, à finir son assiette, voilà, faire les gros yeux, donner des surnoms, mon petit monstre, mon petit bulldozer, mon petit diable, voilà, ma patate, ma petite saucisse, enfin bref, des fois on trouve des trucs bizarres. Le forcer physiquement à mettre sa veste ou son bonnet sans information donnée à l'enfant, sans lui donner la possibilité de faire par lui-même. Donc c'est en faisant tout pour lui sans lui demander quoi que ce soit, hein. Voilà, ça va être ce genre de choses. Donc la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires, dit la loi anti-fessée, a été définitivement adoptée, hein. Elle a été publiée au journal officiel le 11 juillet 2019. La loi précise en effet que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. La loi introduit également la prévention des violences éducatives ordinaires dans le Code de l'action sociale et des familles en créant une obligation de formation pour les assistantes maternelles, mais rien n'est fait encore quant à l'obligation d'être formé pour les autres métiers de l'enfance. Et la loi ne prévoit aucune sanction. Donc aujourd'hui, on peut reconnaître qu'il y a eu violence physique ou psychologique, mais à part de la maltraitance très forte qui va être des coups avec des bleus, des choses qui vont se voir, il n'y aura pas de sanction pour les parents. Donc, on a encore du travail à faire là-dessus. Voilà, pourquoi on a recours à ça, hein, 2 parents sur 3 enfin, estiment qu'ils manquent d'autorité malgré le recours à cette violence éducative ordinaire par quasi tous les parents à un moment donné ou à un autre, parce qu'on est humain aussi. Ça prouve que ben, c'est pas efficace, ces violences-là, et on y a recours beaucoup parce qu'on reproduit ce qu'on a subi, hein. Et je suis sûre que vous avez dans votre tête des petites phrases que vous avez, vous, entendues quand vous étiez enfant, de la part de la famille, des amis, de parents, de profs, enfin voilà. Et ces petites phrases-là, elles reviennent assez facilement dans notre bouche parce qu'elles ont été ancrées très fort chez nous, en fait. Voilà, et quand même en France, dans le code civil, hein, on dit que l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères. Et donc ce côté d'honneur et de respect est très associé à une obéissance absolue, en fait. Voilà, qui est un problème, évidemment. Donc cette violence éducative, c'est une racine de la violence dans la société. Le plus souvent, l'enfant, il ne se révolte pas contre ses parents, hein, mais toute cette violence accumulée va se faire sur les frères et sœurs, sur les copains, sur le conjoint plus tard, sur ses propres enfants. La violence subie apprendra l'enfant à régler les conflits par la violence et par le rapport de force surtout. Et les violences deviennent ainsi la norme, favorisant la reproduction ultérieure à la fois dans la sphère familiale ou en dehors. La violence intrafamiliale contribue ainsi à la délinquance de toute la société. Donc encore une fois, je ne vous raconte pas ça pour vous culpabiliser, hein, du tout. C'est juste pour prendre conscience de là où on en est chacun, nous, par rapport à ça. Soit on a fait un travail dessus, soit pas du tout, mais en tout cas, on a tous quelque chose à y travailler parce que on l'a forcément tous vécu à un moment ou à un autre. Et si c'est pas avec nos parents, et tant mieux, c'est avec la société, autour, hein. Donc je le redisais, l'école, les copains, le boulot, enfin voilà. Quand dès l'enfance, les enfants, garçons et filles, sont élevés sans rapport de force, ils savent davantage, une fois adultes, avoir des relations apaisées, sans rapport de pouvoir ni de soumission. C'est le fondement d'un environnement montessorien, c'est ce que Maria Montessori appelait l'éducation à la paix. C'est pourquoi dans nos classes, et nous avec les enfants, on a des rapports horizontaux, voilà, entre les adultes et les enfants, et pas un rapport vertical. C'est moi qui sais, tu obéis. Donc je vous dis ça par rapport à la communication avec votre enfant. On va se passer dans une communication horizontale, c'est-à-dire il n'y a pas l'adulte qui est mieux que l'enfant. On est des êtres humains à égalité. La seule chose qui va donner, entre guillemets, une supériorité à l'adulte, c'est la responsabilité qu'il a de l'enfant. Et c'est comme ça qu'on va le placer. Et nous, quand on place les choses avec les enfants, quand on place le cadre notamment à un enfant, c'est jamais dans je suis mieux que toi, je sais mieux que toi. Non, c'est dans là, c'est moi qui suis responsable de ce qui se passe. Et donc, je te demande, entre guillemets, en fait, de m'aider à assumer cette responsabilité en te conformant au comportement que je t'ai demandé. Ça va être plus ça, en fait. Vraiment comme ça qu'on le voit. Donc, encore une fois, c'est pas pour culpabiliser, à la limite, c'est presque pour vous rassurer sans vous rassurer. Ça veut dire que c'est
C'est grave, c'est dommage, c'est très grave et il faut changer ça. Si on veut un monde, plus apaisé, il faut absolument apprendre à nos enfants à avoir une communication apaisée. Voilà et pas rentrer dans ces rapports de force, de chantage, de soumission et autres. Voilà, mais on y est encore tous dedans. On a tous été élevés comme ça. D'une façon ou d'une autre, on a tous été élevés comme ça et ça nous demande à nous un très, très gros boulot, quoi, forcément pour pas rentrer là-dedans. Voilà, donc pour bien communiquer, la première solution, c'est l'amour. Alors vous allez me dire: «C'est trop simple, hein». Voilà, on peut aimer son enfant et lui taper dessus. OK, mais encore, faut-il, savoir qu'est-ce qu'on met derrière amour. Donc moi, j'ai un mentor qui s'appelle Martin et qui dit que souvent, c'est le plus simple qui est le plus efficace. Mais c'est vrai, comme c'est simple, on se dit: «C'est pas possible», mais il faut définir l'amour, c'est-à-dire aimer un enfant, c'est pas juste lui faire plein de bisous, lui dire qu'on l'aime, et en plus, par ailleurs, avoir un comportement inverse ou un langage non verbal inverse. Aimer un enfant, c'est répondre à ses besoins. Quoi qu'il arrive, on est garant de ses besoins. Qu'il soit d'accord ou pas avec nous, que le reste du monde soit d'accord ou pas avec nous, si on aime notre enfant, on va faire en sorte de répondre à ses besoins à lui. Et on est bien d'accord que ce sont ses besoins à lui et pas les nôtres. Donc on va essayer de ne pas projeter ses besoins à nos besoins à nous. Voilà, et c'est vraiment ça le plus difficile. En fait, c'est le plus simple. Aimer, on dit que quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux, même si c'est sans nous finalement. Et ben, il faut se dire que pour un enfant, c'est pareil. Voilà, donc aimer un enfant, c'est vraiment répondre à ses besoins. Et ça, c'est le vrai amour, on va dire. Et pour connaître et reconnaître les besoins d'un enfant, il faut d'abord connaître les siens de besoins. Voilà. Donc la règle fondamentale de tout sauveteur, c'est d'abord veiller à sa propre sécurité si on veut pouvoir porter secours à l'autre. Donc, il faut déjà vous aimer vous tel que vous êtes. Il faut déjà apprendre à reconnaître vous, vos émotions. Ça va en dire long sur vos besoins pour ensuite aimer l'enfant vraiment à sa juste valeur, reconnaître ses émotions à lui, qui vont en dire long sur ses besoins et l'accompagner là-dedans. Mais pas de transfert, chacun ses besoins, chacun ses émotions. On veillera à pas faire de projection d'émotions ou de besoins sur ceux de l'enfant. Hein, donc le premier travail, il va passer par vous. Apprendre vous à vous aimer, à vous connaître, à accepter là où vous en êtes, voilà, pour ensuite transmettre des choses à l'enfant. Donc, dans la communication non violente, on retrouve là où on communique habituellement, hein, donc c'est-à-dire, c'est vraiment l'intellect qui parle, hein, le côté abstrait. Souvent dans le jugement, des pensées assez binaires, on est un peu dans un rapport de force. On a des croyances, on est vraiment dans quelque chose de fonctionnel parce que c'est ce qui a été valorisé en fait, la plupart du temps, on fait toujours appel à notre intelligence. Mais là où on peut se comprendre, c'est plutôt sur les sentiments et sur les besoins. C'est là qu'on va se connecter parce qu'on a tous des besoins, on a tous des sentiments et là, on va pouvoir se comprendre, hein, voilà. Donc il va falloir transformer ce qu'on nous a appris à couper en petits bouts, hein, voilà. Donc on a valorisé tout ce qui est le mental, le cerveau, tout ce qui est logico-mathématique encore aujourd'hui, hein. Quand on veut comprendre le fonctionnement d'un enfant, on fait des tests, très logico-mathématiques finalement avec des QI, des choses comme ça, mais qui disent qu'une partie de qui on est et clairement pas qui on est vraiment. Donc c'est quand même l'intelligence la plus sollicitée et valorisée dans notre éducation. Donc on demande de faire une coupure et de réfléchir là qu'avec notre tête. Voilà, les émotions, elles dérangent les autres. Moi, ça me met mal à l'aise quand tu es en colère, ça me met mal à l'aise quand tu es triste, ça me met donc débrouille-toi, je veux pas le voir, je veux pas le savoir, en fait, c'est un peu ça. Nos besoins, on est toujours, il faut pas être égoïste, t'écoutes pas, pense aux autres, pense aux autres, pense aux autres. Oui, c'est très bien, il faut penser aux autres, il faut être empathique, mais bon, si on l'a vu tout à l'heure, hein, si on veut pouvoir, aider vraiment les autres, et les accompagner comme il faut, il faut d'abord être, soi nickel avec ses émotions et ses besoins, hein, sinon ça marche pas. Voilà et après, c'est toutes ces capacités, en fait, qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et relationnelle, sont pas du tout enseignées, en fait, elles sont pas du tout valorisées. D'abord, on n'a pas été éduqués comme ça les 3 quarts du temps, hein, voilà et c'est pas du tout valorisé. Or, c'est ça qui est le plus important dans la communication.
Donc nous, c'est ce qu'on travaille beaucoup en classe et et effectivement, c'est ce qui va changer la donne, on espère, plus tard dans la relation entre les adultes. Donc c'est en nous connaissant et en nous accueillant dans notre globalité que nous trouvons notre alignement et que donc on peut être vraiment à l'écoute de l'autre. Les émotions, c'est vraiment le signal d'alarme, hein, donc voilà. Le clignotant, de l'essence s'allume dans la voiture quand elle a besoin d'essence et ben, nos émotions, c'est pareil. Si je ressens de la tristesse, c'est parce que j'ai un besoin là, quelque part. Donc là, l'exemple, c'est un besoin de partage. J'ai un besoin là qui n'est pas nourri. Il faut que je remette du carburant dans mes besoins pour que ça aille mieux au niveau des émotions. Mais très souvent, on ne les écoute pas parce on nous a pas appris à les écouter, en fait, et on les connaît pas. Si je ne porte pas attention à mes émotions, ce sont elles qui m'emportent, hein. Donc ça, c'est Thomas d'Azencourt qui le dit. Les petits, diapos viennent de là aussi, qui a été, lui, il a été formé par, Rosenberg, donc celui qui a créé la communication non violente. Voilà et donc cette histoire de voiture est très bien parce que ça clignote partout, hein, voilà, mais c'est pas grave, j'irai au garage plus tard, là, j'ai pas le temps, voilà, donc je suis irritée, je suis fatiguée, je suis triste, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, on a des vies bien remplies, voilà. Mais comme on ne s'est pas occupé de la voiture et beh, les freins vont nous lâcher, on va sortir de route, on va pas regarder bien la route, hop, on va rentrer dans quelqu'un, on va se retrouver en panne d'essence ou autre parce que, ben, on n'en peut plus quoi, en fait. On n'en peut plus de pas s'écouter. Voilà, donc les besoins, surtout, sont universels. C'est notre dénominateur commun d'humanité. On vit alors, on les ressent pas de la même façon, d'accord? Mais on vit tous des émotions et on a tous des besoins et les besoins des êtres humains sont les mêmes pour tous les êtres humains et c'est pour ça qu'on va se comprendre sur nos besoins et sur nos émotions et moins sur notre intellect. Voilà, mais sur nos besoins et nos émotions, on a tous les mêmes, donc on est obligé de se comprendre. Ils se vivent dans le corps, hein, voilà, donc ce qu'il appelle la contraction, l'expansion, c'est par ici, je ressens que ça va bien, mais ma tête, elle me dit qu'il faut que j'aille là pour être raisonnable. Donc, on est un peu tout le temps écartelé en fait entre ce que notre dit et ce que notre corps et notre cœur nous dit. Et le but, c'est essayer d'être le plus possible ce qu'on appelle aligné, quoi. Donc, que la tête et le corps fonctionnent ensemble, en fait. Voilà. Nos besoins, s'ils sont nourris, eh ben, on est heureux, tout va bien. S'ils ne sont pas nourris, ben, forcément, ça ne va pas aller, hein. Donc, voilà. Et donc, plus je connais mes besoins à moi et plus je vais être en capacité de reconnaître ces besoins-là chez l'autre. Si vous avez des besoins que vous avez jamais expérimentés, jamais découverts, que vous n'êtes pas autorisé en fait à nourrir ou à ressentir, ben vous n'allez pas pouvoir l'accompagner chez l'autre forcément puisque vous ne saurez pas le retrouver. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait le comparatif pour l'enfant, hein. Quand on est sur la vie sociale, le cadre, voilà. On explique toujours à l'enfant par rapport à lui. Toi, tu viens tes actions ont été celle-là, celle-là, celle-là. Alors maintenant, on renverse, c'est un peu le jeu de rôle, hein. Et si c'était l'inverse? Et si c'était toi qui avais ça, ça, ça et ça? Voilà. C'est ce qui explique que la première chose qu'on demande à un enfant dans la communication, ça va être le respect et l'écoute des 2 parties. Donc moi, c'est mon boulot d'adulte de faire en sorte d'être dans l'écoute de l'enfant, vraiment, sur ses besoins, sur ce qu'il a à me dire, une vraie écoute attentive, sans mettre plein de projections partout. Voilà, parce que moi, je suis adulte et je suis en capacité de le faire. Mais par contre, en face, j'attends aussi que moi, quand je t'exprime mon besoin, tu m'écoutes, hein, derrière, parce que moi, je t'écoute, en fait. Et c'est ça. Et toi, si tu venais et que moi, je t'écoute pas du tout, et cetera, comment ça se passerait? Donc la communication non violente, ça va être écouter et s'exprimer. Donc je m'écoute à moi, je m'observe, j'observe mes sentiments, mes besoins, ma demande, j'exprime ça. J'ai besoin de ça, j'ai ces sentiments-là, je te demande ça et j'écoute ton retour sincèrement. Donc moi, j'ai dit ce que j'avais à dire pour moi, donc maintenant je le mets de côté. Sincèrement, j'écoute toi ce que tu as à me dire. Voilà, ça c'est des choses compliquées. Et la dernière chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'a, pas les mots, comme on nous a pas, habitués en fait à ce genre de communication. Souvent, on est en manque de mots.
Par exemple, pour être content, ben, on peut être heureux, on peut être excité, on peut être joyeux, on peut être satisfait, on peut être ravi, on peut être plein de courage, on peut être reconnaissant, on peut être confiant, on peut être inspiré, soulagé, rassuré, touché, etc. On s'aperçoit que finalement, on résume souvent je suis content, je suis heureux, je suis triste, je suis bien, je suis pas bien. Mais quand on veut aller un peu en profondeur, souvent on s'aperçoit qu'on manque de mots en fait. On ne sait pas quels mots utiliser. Et en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on prend le temps, de s'écouter et d'essayer de trouver aussi, l'émotion de l'enfant. Voilà, donc quand je vous enverrai, le lien du webinaire, qu'on est en train de faire là, que j'enregistre, je vous mettrai aussi en PDF, cette petite, liste, de toutes ces émotions, voilà, pour que vous puissiez les regarder, essayer de les décortiquer pour vous et pour que ça vous aide aussi à avoir des mots, pour les enfants, pour les accompagner. Et le plus flagrant chez nous, souvent, c'est par rapport à la joie, au fait d'être content et à l'excitation. Et c'est pas la même chose dans le comportement et dans ce qu'on vit, d'être excité, voire surexcité et être joyeux. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille souvent beaucoup avec les enfants. Et donc être toujours d'abord on se connecte. Donc ça va être aussi un outil, très important pour vous à la maison. Avant d'attendre que l'enfant fasse ce que vous voulez de lui, il faut d'abord s'assurer qu'on est connecté. Est-ce qu'on est bien dans la communication? Est-ce que tu es bien en train de m'écouter? Est-ce que je suis bien en train de t'écouter? Et à partir du moment où moi j'ai dit mes besoins, j'ai écouté les tiens, on va se connecter. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir demander de passer à l'action. Donc là, pour des plus grands, hein, ça serait, moi j'ai besoin d'ordre et de soutien dans l'entretien de ma maison. Et l'ado en face de dire, mais moi j'aime bien avoir mon espace, ma chambre, ça me sécurise, c'est à moi. Donc on s'est connecté, on a dit chacun nos besoins. Bon, OK, on va trouver la solution. Donc, ensemble, on nettoie les parties communes et on demande que ça reste propre. Et toi, tu t'occupes de ta chambre parce que c'est ton univers. Voilà, comme tu le aussi, à condition évidemment de rester dans des bases d'hygiène, hein, quand même. Voilà. Mais quand il y a le nous, les choses vont se faire. Voilà. Pas forcément comme on voulait au départ, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on arrive finalement à faire quelque chose. Mais en tout cas, ce sera de manière à ce que chacun se sente respecté. Alors, il est évident que là, on va le voir un peu après, hein, un tout petit, lui, il va pas pouvoir vous donner en face sa version des faits. Un enfant de 3 ans, il vous dira jamais, «Oui, mais moi j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'être sécurisé, j'attends que tu me mettes une limite claire», il est incapable de faire ça, il est trop petit, il a pas le recul, hein, voilà. Donc ça va être une communication plutôt avec les ados. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important aussi de dire selon les âges. On ne communique pas de la même façon avec un tout petit de 2 3 ans qu'avec un enfant de 6 ans, qu'avec un enfant de 10 ans, 14 ans ou un adulte, hein, voilà. Mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça va ressembler, in fine, quand on va être, en face d'un enfant qui a acquis déjà des choses. Donc, pour être dans une éducation non directive, qui est basée pas sur l'obéissance, mais sur l'autodiscipline, on va être le plus clair possible dans nos demandes et nos informations. Donc, c'est ce qu'on vient de voir avec la communication non violente. On a besoin de l'autonomisation de tous les acteurs et on ne va pas faire à la place d'eux. Si on fait un systématique à la place de l'enfant, on ne lui laisse pas la liberté d'expérimenter des choses, ni de s'autodiscipliner en fait à faire les choses. La confiance réciproque, donc ça, c'est la liberté d'expérimentation et faire confiance à l'enfant qu'il est capable sur des choses. Et ensuite, l'augmentation du nombre de repères. Donc là, c'est vraiment les limites d'un cadre, hein. Il faut mettre un cadre quelque part. Donc la liberté et la discipline. Leur définition laisse naturellement penser qu'elles sont opposées, que ça ne fonctionne pas ensemble. Là où il y aurait discipline, il n'y aurait pas de liberté et inversement. Or, pour Maria Montessori, elles sont en fait les deux faces d'une même pièce. Il y a pile d'un côté la liberté, face de l'autre côté la discipline, et ça fonctionne forcément là où il y a un manque de discipline, il y a un manque de liberté et inversement. S'il y a une partie de la pièce qui disparaît, si j'enlève le pile de ma pièce, ben, ma pièce n'a plus de valeur. Donc, il est impossible de les séparer. Maria Montessori nous dit, sans liberté, il est impossible pour la personnalité de se développer pleinement. La liberté est la clé du processus tout entier et la première étape arrive quand l'individu est capable d'agir sans l'aide des autres
et devient conscient de lui-même en tant qu'être autonome. Donc l'être humain est libre lorsqu'il sait ce qu'il peut faire ou pas faire, lorsqu'il a pleinement conscience de ce qui est bon pour lui ou non, et il réalise ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Laisser l'enfant faire uniquement ce qu'il veut alors qu'il n'a encore développé aucune capacité de contrôle, c'est trahir la liberté. Donc attention dans ce qu'on met derrière la liberté. Ça aussi, c'est régulièrement un problème en fait. Hem, un tout petit ne peut pas avoir la même liberté qu'un plus grand. Donc un tout petit ne peut pas avoir la liberté d'aller se coucher quand il veut, quoi. À un moment donné, il va falloir que l'adulte pose un cadre en disant alors il faut respecter le besoin de l'enfant, on est d'accord? On ne va pas le mettre à la sieste, si on sait qu'il ne va pas dormir et qu'il en a pas besoin, hein. D'où l'importance que nous, on soit au clair sur la réalité des besoins de l'enfant et parce qu'on l'aime, on va se calquer sur ses besoins et non sur ce qui nous arrange à nous ou qui nous fait plaisir. Mais n'empêche qu'un enfant de cet âge est trop petit pour savoir si, c'est bon pour lui ou pas de passer une nuit blanche, quoi. Si c'est bon pour lui ou pas, de courir au milieu de la rue avec les voitures. Enfin voilà, ça c'est pas possible, on n'est pas dans la liberté à ce moment-là. Oui, tu as envie de partir partout dans la rue, mais c'est dangereux. C'est pas un endroit où tu peux courir partout. Mais moi, comme je t'aime et que je sais que tu as besoin de courir, je vais t'offrir un endroit où là, tu pourras courir librement parce que tu en as besoin. Mais je vais le faire dans un cadre sécurisé. Donc là, j'attends de toi de respecter, de marcher à côté de moi et pas de courir en plein milieu de la rue. Voilà, c'est sur des choses comme ça, en fait, qu'on va pouvoir se retrouver et c'est comme ça qu'il va falloir le poser à l'enfant aussi. Voilà. Donc la liberté, c'est absolument pas de faire ce qu'on veut quand on veut, quoi. C'est simplement pouvoir avoir la liberté d'expérimenter des choses en fonction de ses besoins. Selon Maria Montessori, tout enfant naît avec une discipline intérieure qui ne demande qu'à s'épanouir. Comme tout être vivant, il est pourvu d'un ordre de conduite. Tout comme la graine du pommier qui deviendra à son tour un pommier, suivra le cycle des saisons et qui ne dérogera jamais à sa propre nature, l'enfant est la graine de la société à venir. Il a également un ordre de conduite à tenir que Maria Montessori appelait la discipline intérieure ou autodiscipline. Donc vraiment, son parti pris à elle, c'est on est tous de nature à être autodisciplinés. Et d'ailleurs, c'est souvent très surprenant quand on demande l'avis aux enfants sur des règles, par exemple, sur des jugements, des choses comme ça. Ils sont souvent beaucoup moins souples que nous, hein. Ils sont beaucoup plus. La justice est très très importante pour eux et il y a des souplesses qu'ils comprennent pas en fait. Heu, Par exemple, si, je sais pas moi, vous posez le cadre, on n'a pas le droit de voler dans un magasin, lui, il trouvera aucune circonstance atténuante, quoi. Il y a une règle, on ne vole pas dans les magasins, donc on se discipline, on ne vole pas ce qui est dans les magasins, quoi. Voilà. C'est assez surprenant, mais là-dessus, ils sont plus forts que nous. Cette discipline intérieure, l'autodiscipline, a besoin d'un environnement qui ne l'étouffe pas pour s'épanouir et évoluer, et donc il a besoin de liberté. Hein, voilà. C'est en se développant librement, en acquérant le contrôle de soi, que l'enfant déploie sa discipline intérieure. Donc, par exemple, par la marche, un enfant est libre de marcher lorsqu'il maîtrise ses mouvements nécessaires à la marche, tant qu'il n'a pas appris à faire ses petits pas et qu'il ne s'est pas musclé. Ces mouvements demandent un long entraînement et une longue observation, donc il lui faut les deux, et la liberté de s'y entraîner aussi longtemps que nécessaire. Si vous empêchez un tout petit d'essayer d'apprendre à marcher en le mettant tout le temps en permanence assis quelque part, attaché pour pas qu'il bouge, etc., forcément, il ne va pas pouvoir apprendre vraiment à marcher, à se discipliner. Ah oui, il faut d'abord que je fasse comme ça, ensuite comme ça, et ainsi de suite. Il est important de comprendre que l'autodiscipline n'est pas une compétence qui s'apprend seule. C'est le résultat de nombreuses années de développement aussi, hein, et elle a un chemin. C'est pas une ligne d'arrivée, en fait. C'est pas: «Ah ça y est, je suis autodisciplinée, c'est bon». Ben non, on apprend au fur et à mesure et même nous, en tant qu'adultes, on continue encore cet apprentissage sur des choses, et voilà, et l'enfant va s'auto-réguler, en fait, par rapport à ceux qui les guident et à leurs expériences. Donc vous, vous êtes évidemment, les premiers guides de vos enfants. Donc il faut comprendre que ça se fait en 3 niveaux, cette construction. Vers
Avant 2 ans, on ne peut pas tellement dire, qu'il y ait, cette histoire de liberté de discipline. On considère que ça arrive vers 2 ans et demi. Donc l'enfant n'a pas encore l'intelligence suffisante pour comprendre tout ce qui lui est demandé. Hein, c'est une histoire de maturité. C'est le moment où sa volonté se forme. Donc, par contre, c'est le moment où il va commencer à dire: «Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça». Voilà, la fameuse, période de l'opposition et du non qui est toujours très sympathique à traverser en général. Guidé par ses pulsions intérieures, il ne peut rester tranquille longtemps parce qu'en fait, il n'en comprend pas la raison et surtout, il a un besoin, en fait, de mouvement, permanent et dans ce qui se passe dans sa tête et physiquement. Il peut accepter pour faire plaisir à la personne qui lui demande, hein, parce que quand même souvent les enfants sont dans la volonté d'aider, de faire plaisir. Mais en fait, il est incapable de se contenir sur un long moment parce que la pulsion, en fait, est trop forte. Donc, quand vous demandez à un enfant, par exemple: «Ah ben, tu seras sage aujourd'hui à l'école», il peut vous dire: «Oui, oui, je vais être sage». Mais en fait, c'est impossible pour lui de tenir un engagement pareil sur une journée. C'est impossible. Voilà, d'abord, pour nous, être sage, ça veut rien dire en plus, mais voilà, c'est juste pour donner un exemple, hein, il est trop petit pour ça. Le deuxième niveau, eh beh, c'est à un certain moment parce que c'est pas le même âge pour tous les enfants. Ça dépend de leur caractère évidemment, ça dépend de ce qu'ils auront pu expérimenter ou pas avant et de comment ils auront été accompagnés. Donc l'enfant va comprendre là ce qui lui est demandé. Il va pouvoir l'accomplir en toute connaissance de cause, voilà. Toutefois, sa volonté n'est pas encore assez forte pour qu'il puisse tenir son engagement longtemps. Donc ça va durer peut-être 24 heures, mais il faudra le répéter chaque jour pour que ça tienne sur la longueur. Et le troisième niveau, c'est une fois que la volonté s'est bien développée, il peut comprendre et faire ce qui lui est demandé. À ce stade, il lui est possible de tenir ses engagements. Donc là, ça va être plus l'exemple qu'on a vu de l'ado tout à l'heure, qui sera capable sur la longueur de temps, de tenir son engagement, de s'occuper de sa chambre et d'aider ses parents à veiller à ce que les parties communes soient bien rangées et propres. Parce qu'il a acquis le contrôle de lui-même, donc physiquement et intellectuellement, une véritable discipline intérieure et il se montre très enthousiaste dans ces cas-là, à l'idée même de faire ce qui lui est demandé. Et aussi parce qu'il a confiance en adulte. Donc, il faut quand même comprendre que même si tout ça va différer de l'âge de l'enfant, l'enfant, il ne va pas pouvoir passer au troisième niveau avant 6 7 ans au moins. Hein, voilà. Ça peut, alors d'autres, ça va durer plus tard, voilà. Mais vers 6 7 ans, bien accompagné, si tout s'est bien mis en place pour lui, qu'il a pu expérimenter, que le cadre était clair et tout, on va pouvoir entrer dans ce genre de cadre. Hem, Moi, j'ai pas commencé encore, mais au retour des vacances de Toussaint, je vais commencer à faire des petites vidéos sur comment, ben, voilà, la pédagogie Montessori, peut se vivre au quotidien à la maison avec des plus grands. Parce qu'on a toujours l'exemple des tout petits, enfin, on trouve plus facilement, on va dire, des exemples pour des tout petits, mais rarement pour des plus grands. Je prends souvent le cas de mon fils cadet parce que lui, il n'a vraiment connu que cette pédagogie. Quand il est né, du coup, j'étais formée et donc vraiment, on a mis en place ça et il a jamais connu autre chose comme école et tout ça et dès qu'il a été scolarisé, ça a été à l'école, à Albi. Donc il a vraiment connu que cette ambiance-là et à la maison et à l'école et c'est vrai que, c'est assez simple finalement de pouvoir, collaborer avec lui à la maison. C'est un enfant par exemple, quand je lui dirai: «Ah beh, tiens là, il serait temps de passer l'aspirateur dans ta chambre parce que» «Ah ouais super, allez», il prend l'aspirateur, il va aspirer sa chambre. Donc il y a une partie de caractère évidemment par rapport à son frère, mais il y a aussi qu'on a inculqué ça très petit. En fait, comme il a fait le quotidien avec nous, que ça faisait partie des tâches du quotidien, que dès qu'il a été capable de le faire tout seul, on lui a laissé cette liberté-là de le faire et tout. Même si au moment où on va lui demander, bah, c'est clairement pas sa priorité parce que ça reste un enfant, hein, il préfère jouer, il préfère, voilà, regarder un dessin animé de temps en temps, et tout ça plutôt que d'être dans le ménage. Mais par contre, si on le lui demande, il sait maintenant que, ben oui, il est capable de s'autodiscipliner. Oui, ça a un intérêt que ma chambre soit dépoussiérée. Oui, c'est bien plus sympa quand ma chambre est propre et rangée. Donc, OK, donc je suis enclin à faire ce qu'on va me demander à ce moment-là et je vais le faire, sans râler naturellement, voilà.
Alors, c'est pas du tout parce que je suis parfaite, hein, je vous le dis de suite. Je suis imparfaite comme tout le monde et j'ai encore plein de choses à travailler. Mais voilà, on a eu la chance effectivement d'être formés, de connaître des petites astuces avant. Donc, ben voilà, on a pu lui apporter ça. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très chouette à vivre au quotidien, quoi. Donc, c'est possible, mais ça demande du travail évidemment sur la longueur. Pour l'encourager, la soutenir, cette liberté, cette discipline, il faut donc comprendre les besoins de s'auto-développer de l'enfant. Souvent, on les croit trop petits pour faire des choses, on leur laisse pas faire et à l'inverse, on leur demande des choix et on leur donne de la liberté qui est pas au bon endroit. Préparer l'environnement riche qui les comble, donc plus un environnement correspond aux besoins de l'enfant, plus l'enfant est libre de sélectionner ses activités, plus il apprend l'autodiscipline. Donc, c'est ce que je vous expliquais par rapport aux besoins de courir. Les enfants ont des besoins moteurs tout petits, filles ou garçons, ça n'a rien à voir. Donc, ben, si on lui permet régulièrement d'avoir un espace où il va pouvoir exercer cette liberté motrice en toute autonomie, et ben, il va s'autodiscipliner sur ça. Et c'est pas un enfant qui, du coup, se mettra en danger, sortira du cadre où il peut expérimenter, etc. Il ne faut absolument pas abuser de la confiance d'un enfant. Donc ça, c'est hyper important. Il faut que l'enfant puisse vous faire confiance en toutes circonstances. Donc, ben, quand on ne sait pas, il vaut mieux dire qu'on ne sait pas. Voilà. Ça veut dire que vous avez aussi le droit de différer les demandes de vos enfants. Ah ben là, tu me demandes un truc. Ah ben c'est vrai que je ne sais pas. Ben écoute, là, je ne sais pas, je vais y réfléchir et puis je te dis. Voilà. Ou dire: «Ben, j'en sais rien, ben, écoute, ouais, si tu veux, on tente, mais voilà, si je vois que ça va pas, je reviendrai sur ce que j'ai dit». Mais voilà, ne jamais abuser de la confiance de l'enfant et l'entourer évidemment le plus possible de personnes fiables et bienveillantes et quand il tombe pas sur ces personnes-là, parce que, beh, après on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, hein, on croise toujours des gens qui, eux, ne vont pas être bienveillants ou fiables, toujours le reprendre avec l'enfant et lui expliquer. Oui, beh, je comprends, tu as vécu ça. Effectivement, cette personne n'était pas dans la bienveillance. Mais tu vois, on est tous différents. Il y en a qui fonctionnent autrement, et cetera, et cetera. Évidemment, toujours en fonction de l'âge de l'enfant. L'enfant qui a été abusé dans sa confiance, trahi par des personnes qui ne respectent pas ses besoins, sécurisé par des personnes faibles, changeantes, versatiles ou indisciplinées elles-mêmes, hein, voilà, et ben, il va développer des comportements destinés à faire réagir, à faire changer les choses pour obtenir ce dont il a besoin. Donc, l'assurance qu'il peut compter sur ceux qui le guident en toutes circonstances. Il ne cherche pas l'adulte, il ne cherche pas la punition, il cherche juste des limites claires et précises. Il réclame qu'on lui tienne fermement la main. En fait, il a besoin d'être sécurisé. Clairement, c'est ce qu'amène le cadre, hein. Alors, c'est souvent compliqué parce qu'on a l'impression que ça ne va pas avec la bienveillance de dire ben non, là, c'est comme ça et pas autrement. Mais c'est pas vrai, la bienveillance, elle se fait sur la façon dont on va poser le cadre, dans ce qu'on va dire. On va être ferme dans le cadre, mais on ne va pas juger, on ne va pas crier, on ne va pas être violent, on ne va pas insulter, on va pas, voilà, on va juste poser les trucs clairement et comme ça, ben voilà, heu, l'enfant sera sécurisé dans son besoin. OK, je peux pas faire n'importe quoi, mais j'ai compris, ça je peux pas. Voilà. Il faut mettre juste un bémol à ça, c'est que, l'enfant dans son développement, à un moment donné, va avoir besoin de s'opposer. Donc on ne va pas rentrer dans l'autoflagellation, hein. Les parents qui ont des enfants qui sont dans cette pleine période-là, entre 2 et 4 ans, sympathiques, où ils disent non à tout, ils ont envie de, voilà, c'est pas parce que vous êtes forcément, jamais, d'accord avec vous-même, forcément parce que vous êtes incapable de mettre un cadre et tout ça, hein. On a vu aussi, on va le revoir encore un peu, que l'enfant a besoin de répétition. Il a besoin de tester que ça sera toujours, toujours, toujours comme ça. Comme en plus, il prend que 10% du message, que voilà, hein, donc il y a besoin de répéter énormément. Hein, voilà. Mais en contrepartie, c'est comprendre que cette répétition elle est nécessaire et donc vous de vous dire bon mais moi je suis claire avec moi-même, c'est comme ça, j'ai décidé que la règle elle était comme ça pour telle raison, et ben je m'y tiens, il va me la demander une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois. Je sais qu'il en a besoin, je lui redonne toujours la même réponse pour le sécuriser et parce qu'il en a besoin. Hein. Donc, d'où l'important de faire le travail pour soi.
Et souvent, ça nous déstabilise beaucoup parce qu'on se dit: «Ah ben quand on a envie de bien faire, hein, «Ah ouais, je lui ai dit ça, ouais, non mais là, j'aurais peut-être pas dû. Ah ouais, mais alors là, truc» voilà, donc il faut se questionner, il faut se remettre en question, il faut, accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on s'est trompé et cetera. Mais il faut aussi, se faire confiance, être solide dans ce qu'on a envie de transmettre à son enfant et se dire: «Ben oui, ben là, il me cherche pas et ben, il me le demande encore, encore, ben son cerveau, il a encore besoin que je le lui redise et ben d'accord, je le lui redis, je le lui redis, je le lui redis». Voilà, mais avec amour et bienveillance, quoi, voilà, sans l'insulter, sans le juger, sans et cetera. Et c'est pas si facile. Disons que sur le papier, comme ça a l'air super, hein, mais en pratique, on sait bien que c'est pas si facile. Voilà, rassurez-vous, on est tous passés par là. Donc les périodes un peu critiques, je vous prends les 4 plans du développement. Si vous avez vu des petites choses sur la pédagogie avec moi, vous le connaissez. Sinon, pour reprendre rapidement, donc là, on est sur le 0-6 ans, hein, la partie donc de cette plasticité cérébrale sur l'esprit absorbant. Ensuite, on a une partie un peu plus calme entre 6 et 12 ans où ce bulbe-là qui était en terre va commencer à faire sa petite tige. Et puis, il y a une autre période entre 12 et 18 ans, on est sur la puberté. Et là, ça va être vraiment le bourgeon, hein, et puis le bourgeon de la fleur avant qu'elle s'épanouisse complètement et qu'elle s'ouvre. Donc, les parties un peu critiques de communication, elles vont être un peu avant 3 ans jusque vers 4 ans, hein, donc de 2 à 4 sur cette partie du milieu là du bulbe. Et après, elle revient juste un peu avant la puberté et au début de celle-ci, en fait, parce qu'il va se rejouer à ce moment-là un petit peu ce qui s'est joué avant. Donc, on va dire cette période va être d'autant plus simple que les choses auront été bien posées à ce moment-là. Voilà. Mais il y a des ratés, bien sûr, et donc bah, ça va se rejouer là et on va continuer à le travailler et après on continue toute la vie. Mais on va dire que si l'enfant a compris là que vous étiez une personne sur qui elle peut compter, qui sait, enfin voilà, qui tient la route, qui sait où elle va, ce qu'elle veut et que les choses sont à peu près claires, quand à la puberté, il va avoir besoin de se confronter un petit peu à ça, ben ça, il va se rappeler en fait inconsciemment, il va dire: «Ah oui, oui, c'est vrai, mais non, mais je sais, je peux compter sur maman, je peux compter sur papa. On n'est pas d'accord, mais lui, il sait où il va, donc OK, on y va, quoi». Voilà, hein, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc ces 2 périodes critiques entre 2 et 4 et entre 10 et 14, il faut savoir que tout ce qui est émotionnel, en fait, se forme dans ce qu'on appelle le système limbique et ça, c'est mature que vers 25 ans environ, pas du tout avant, hein. Donc avant, la gestion des émotions est complètement immature, donc ça dure quand même un bon paquet de temps. Voilà, donc s'il découvre les émotions lorsqu'il est tout petit et que ces tempêtes émotionnelles sont ingérables pour lui parce que, parce qu'en fait, il découvre tout, il ne sait même pas ce qui lui arrive. L'adolescent, lui, par contre, il va amplifier chacune des émotions qu'il a reçues. Donc lui, il est incapable de prendre du recul sur la situation. C'est pour ça qu'il faut un peu ce qu'on appelle des sautes d'humeur, parce qu'il y a un caillou sur le chemin, c'est la fin du monde, plus rien ne va, c'est la grosse catastrophe, voilà. Et par contre, s'il y a un truc bien qui arrive et qu'il est content, alors là, il a des ailes dans le dos, la vie s'ouvre à lui, tout est possible, tout va bien, enfin voilà quoi. C'est un peu le truc quand on est amoureux aussi au départ, c'est juste, ah, c'est extraordinaire, voilà. Et puis le jour où ça va plus, c'est la fin du monde, on va mourir, on n'a plus de raison de vivre, et cetera, et cetera. Donc les ados font ça parce que eux, ils ont repéré les émotions par contre, mais elles sont chacune est amplifiée, 50 000 et il leur manque un peu le focus quoi, pour remettre un petit peu les choses à leur place. Donc ça se joue différemment. Hem, donc dans ce que proposait, Thomas d'Azenbourg, l'observation, c'est l'art de discerner. Ben, l'ado, il est plutôt là, quoi. Il est vraiment dans la subjectivité. Quoi, mais on me dit un truc, alors ça y est, c'est un monstre énorme qui m'en veut pour toute la vie, voilà. Alors qu'objectivement, c'est juste il a cassé le verre et que sur le moment: «Ah non, un verre cassé», bon voilà. C'était pas si dramatique que ça finalement. Mais ça, nous, on est censés pouvoir le faire et ça va nous être très utile pour aider l'enfant à relativiser. Mais, mais l'enfant, lui, pendant longtemps, ne sait pas le faire. Il faut aussi comprendre que l'émotion et la répétition sont les 2 seuls langages du cerveau. Donc notre cerveau ne comprend que ça. Il n'y a pas de hiérarchie entre les 2. Donc la répétition, c'est ce qui va créer ce qu'on appelle des chemins neurosolides, donc ils vont rester dans le cerveau. Donc il vaut mieux faire 1000 fois la même chose plutôt que 1000 choses une seule fois. Voilà, il faut dire que les choses des milliers de fois pour que ça s'ancre définitivement.
Et c'est pour ça que vos enfants vont être sur la règle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même, parce qu'il a besoin de l'ancrer, de l'ancrer, de l'ancrer pour avoir ce fameux chemin neurosolide. Quand vous reprenez une information, 1 heure après l'avoir vue la première fois, elle restera ancrée un jour de plus. Si vous la revoyez ensuite le lendemain, vous gagnez encore une semaine supplémentaire. Et si vous la revoyez encore un mois après, c'est ancré dans le cerveau à 75% à peu près. Hein. Donc, je ne vous dis pas que toutes les heures, il faut répéter aux enfants les règles, il y a pas besoin, ils vont le faire. Mais voilà pourquoi ils viennent régulièrement, régulièrement, régulièrement à la charge sur des choses. Et c'est aussi pour ça que Maria Montessori a axé sa pédagogie sur la répétition, parce que c'est le langage du cerveau, tout simplement. Et son deuxième langage, ça va être l'émotion. Et l'émotion va aussi créer des chemins, ce qu'on appelle neurosolides. Mais le problème, c'est que le cerveau, il ne va pas faire la distinction entre les bonnes ou les mauvaises émotions. Pour lui, tout est pareil. C'est l'intensité de l'émotion qui va compter. Donc, plus l'émotion est forte et plus elle crée un chemin neuronal très fort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre enfant, selon ce qu'il va vivre, plus les choses vont avoir de l'intensité, plus ça va se créer fort dans sa tête. Et là, on en revient à ce qu'on disait sur les violences éducatives ordinaires, hein. Plus votre réaction va être vive, disproportionnée ou autre, enfin voilà, plus ça va ancrer quelque chose de fort dans le cerveau de l'enfant. Et donc, ça va ramener au même comportement, en fait. Les comportements vont se répéter parce qu'à un moment donné, l'émotion, là, comme elle aura été très forte, elle aura figé quelque chose. Voilà, donc c'est pas que votre réaction à vous, hein, c'est un exemple, mais c'est la sienne, c'est le contexte, c'est, voilà. Hem, donc ça peut amener quoi? Je cherche un exemple là. J'en avais un quand j'ai construit le diapo, mais je me le suis mangé. Hem Ah là, je ne le retrouve plus. Peut-être avec vos exemples à vous, je le retrouverai. Mais, si, par exemple, je vous dis n'importe quoi, chaque fois qu'il a pris un ballon, c'était toujours dans le mauvais contexte et il s'est joué quelque chose de fort avec ce ballon et bien, en fait, chaque fois qu'il reverra le ballon, le cerveau va associer: «Ah alors ballon, papa et maman crient fort», par exemple. Et donc du coup, eh beh, le cerveau, lui, il va s'organiser pour revivre la même chose puisque c'est le chemin qu'il a construit. Et donc s'il voit un ballon, beh, systématiquement, l'enfant va faire ce qu'il ne faut pas parce qu'il va avoir enregistré que. Voilà. Alors, je comprends que c'est pas très parlant dans le quotidien que vous avez, mais c'est juste pour donner un exemple, quoi, de ce qui peut se construire derrière. Donc voilà, ça, c'est juste la coupe du cerveau pour que vous puissiez, comprendre, où est ce fameux système limbique. En sachant que les messages, quand ils arrivent, hein, c'est d'abord capté par le cerveau qu'on appelle reptilien, voilà, qui lui est sur la survie, donc on n'a aucunement conscience de ce qu'il vit. Si lui, il est OK, hop, il va le passer au système limbique et seulement après, il va le passer à tout ce qui est néocortex. Et là, on va traiter l'information de manière plus consciente, en fait. Et voilà. Et le problème, c'est que le système limbique est dans ce lobe temporal et que c'est aussi là où il y a la mémoire et l'apprentissage. Et c'est ce qui explique que des enfants qui ont des difficultés dans leurs émotions, dans la gestion des émotions et tout ça, vont avoir aussi forcément de la difficulté dans leurs apprentissages parce que le système limbique, là, il va bloquer un peu les choses et il permettra pas de stocker des informations correctement à cet endroit-là. Donc en pratique, ça veut dire quoi? Bon, pour bien communiquer avec son enfant, il faut comprendre que tout va se jouer donc sur les émotions, être clair avec les siennes, accompagner les émotions de l'enfant. La répétition, on ne garde que 10% du message initial, donc la majorité, c'est du non-verbal et le cerveau, il a besoin de répéter, de répéter, de répéter, de répéter. Et ah mince! Et puis du coup, comme c'était la dernière, il s'arrêtait. On va la reprendre, c'est pas grave. On va se remettre dessus. Hop, je vois pas mon petit bouton. Hem Et la réponse aux besoins, la réponse à vos besoins parce que vous en avez et il faut absolument pas les soustraire à ceux de l'enfant et ceux de l'enfant. Voilà. Et les clés pour survivre dans tout ça, ben, ça va être de s'aimer très fort. Voilà, de savoir que la discipline est nécessaire pour être sécurisé. La liberté, elle est nécessaire pour expérimenter. Et il faut accepter l'imperfection pour s'améliorer. Donc, il faut accepter sa propre imperfection
et il faut accepter l'imperfection évidemment de l'enfant. Voilà. Hem, mais oui, ça, c'est vraiment une chose importante à retenir. Personne n'est parfait, donc ne vous auto-flagellez pas en permanence, ça sert à rien. Il y a pas de parent parfait, je ne suis absolument pas parfaite, personne ne l'est, nos enfants non plus, voilà. Mais si on comprend que, derrière, il y a toujours de l'émotion, il y a des besoins, il faut se répéter les choses et voilà, mais que, si on s'aime et qu'on est chacun au bon endroit, il y a pas de raison, on va tous y arriver. Ça aide un petit peu à relativiser les choses, quoi, hein. Donc c'est très important. Il y a des enjeux derrière de construction pour l'enfant, voilà, mais tout se joue pas en une fois où vous avez mal fait ou mal répondu, une fois où peut-être c'était pas le bon cadre, une fois où voilà. L'important, c'est d'être plutôt sur la voie de l'amélioration que sur chercher la perfection en permanence. Voilà, voilà. Donc c'était peut-être un peu dense, je sais pas, vous allez me dire, hein, si c'était un peu trop rapide ou autre. Je voulais pas non plus passer 2 heures sur des informations, que très formelles et théoriques comme ça, mais il me semblait important quand même de rappeler quelques bases. Peut-être vous les connaissiez, peut-être pas du tout, mais sachant pas où vous en étiez chacun, c'était vraiment important pour moi de replacer ça. Donc maintenant, le but, ça va être de passer sur des choses plus pratico-pratiques. Donc là, je vais avoir, plus besoin de vous, et de partir, un peu de ce que vous vivez avec votre enfant ou si vous avez des exemples, voilà, de choses qui vous interpellent. Voilà, si vous pouvez me les transmettre, dans la discussion ou dans le question-réponse, ça va nous permettre du coup de l'étudier. Alors, comment faire passer le message si l'enfant refuse de connecter le regard? Alors, il va falloir, trouver la solution pour essayer de connecter le plus possible. Après, si l'enfant est complètement réfractaire à ce moment-là, la seule solution qu'il y aura, ça va être de différer en fait. Hem, C'est-à-dire, on va prendre, 2 exemples. Soit l'enfant refuse de connecter le regard, mais on sent qu'il est avec nous quand même. Donc c'est juste: «Je te demande de me regarder» et volontairement l'enfant il regarde ailleurs, mais on sent qu'il est quand même avec nous. Auquel cas là, on va pouvoir quand même poser les choses en disant simplement: «Tu veux pas me regarder, mais je sais que tu m'écoutes, donc voilà le message». Soit vraiment l'enfant il regarde ailleurs, il est pas avec vous du tout et tout et ça va être de poser: «Bon là tu m'écoutes pas donc ça sert à rien». Et il y a 2 solutions selon le contexte. Soit ça va être, pour l'instant, tu es là, moi je vais vaquer à ce qu'il y a ailleurs. Évidemment, toujours en surveillant qu'il ne fasse pas autre chose que juste attendre, hein, mais voilà. Quand tu auras envie de m'écouter, on revient en communication. Soit on est dans un contexte extérieur, par exemple, et effectivement, on ne peut pas, alors l'isoler, il faut comprendre que l'isoler, c'est pas punir, c'est pas: «Je te mets dans un coin, là, tu bouges plus», hein. C'est plus, tu es dans cet espace sécurisé, tout seul pour te calmer et quand ça va, on rediscute. Mais par exemple, si vous êtes dans la rue, si vous êtes chez des personnes ou autre, ça va être: tant pis, tu restes à côté de moi, je te tiens la main et tu restes avec moi», voilà, et quand tu es disposé à discuter, on discutera. Ça va être les 2 façons de voir, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question, si c'est assez précis ou s'il y a un exemple peut-être un peu plus précis sur lequel je peux vous aider là-dessus. Par un non, quoi qu'on lui demande. Alors, il est très souvent dans la négation. Il répond souvent par un non, quoi qu'on lui demande. Comment repartir sur une communication positive sur le moment? Alors, il faut quand même savoir que dans le développement, l'enfant va régulièrement dire, non, même s'il pense oui. C'est un peu compliqué. Hem, Dès qu'on va lui demander quelque chose parce que justement, il va être dans cette période où il a besoin de s'affirmer et sa façon de s'affirmer, ça va être d'être ce qu'on appelle en opposition. Donc si vous lui dites blanc, lui, il va vous dire noir. Si vous lui dites noir, il va vous dire blanc. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Ça va être ça. Mais c'est pas parce qu'il veut forcément du noir ou du blanc, ou être contre eux. C'est plus parce qu'il a envie de te dire: «Moi, je suis différent de toi, donc en gros, si toi tu vas à droite et moi sur le principe, je vais aller à gauche». Même si en fait, j'ai très envie d'aller à droite en réalité.
Donc la façon d'arriver à mettre des choses positives là-dedans, ça va être vraiment de reformuler et de comprendre, ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais, vous voulez lui faire plaisir en lui disant, «Bah, tiens, tu veux une banane pour la fin du repas?» parce que vous savez qu'il adore les bananes et qu'il vous dit: «Non», ça va être de reformuler en disant: «Tu es certain que tu veux pas de banane? Parce que si tu la manges pas maintenant, tu pourras en remanger une qu'à 4 heures, par exemple. Moi, je sais que tu aimes les bananes. Tu es sûr que tu as pas envie d'une banane?» Et là, ça lui donne une chance de s'affirmer autrement que par le non et en disant: «Ah si, moi j'ai envie d'une banane, en fait». Voilà. Mais sur le principe, lui va dire non, donc il va rester sur son non. Si on lui repose la même question de la même façon, il va rester sur son non, juste parce qu'il a pas d'autre choix pour être différent de vous que d'être sur ce non. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais voilà, ça va être plus un non de principe finalement qu'un vrai non. Et c'est parce que nous, on va reformuler derrière qu'on va lui laisser une chance de dire, de lui dire: «Oui, oui, mais dis-moi ce que toi tu veux, j'écoute ton besoin», que vous lui laissez une chance de plus être dans ce non-là et d'être vraiment sur: «Moi, j'ai envie de ça, en fait». C'est clair. Bon, mais tant mieux. Tant mieux si c'est clair. Voilà. Et c'est vrai que c'est une période qui est compliquée, hein, la les périodes où ils sont tout petits là, entre 2 et 4 ans, ça demande énormément d'énergie pour nous adultes, en fait, d'être, tout le temps sur cette écoute attentive, tout le temps à pseudo réfléchir assez rapidement, mais comment je peux dire les choses autrement? Comment je peux être sur du positif plutôt que du négatif? Comment je peux poser le cadre fermement sans être à bout de nerfs parce que là, je suis fatiguée aujourd'hui, parce que c'est une réalité de notre quotidien, hein. Et l'enfant qui derrière, lui, a besoin de sa répétition, de cette constance. Et en fait, il a besoin de constance alors que la vie est naturellement inconstante, en fait. Donc les occasions d'avoir 2 fois pile poil le même contexte est quand même pas courant tous les jours, donc à part sur du gros quotidien. Donc c'est assez compliqué. Est-ce que sur, la façon de connecter, le regard quand l'enfant est pas, c'est bon ou il y a autre chose? Donc après pour avoir la chose aussi qu'il faut comprendre. Oui, c'est pas forcément facile à faire. Ben oui, c'est pas du tout facile à faire. Et alors, c'est là où j'allais vous dire, la réponse, elle va être dans ce qu'on disait tout à l'heure, le côté amour. On s'aime et on dépasse ça avec cet amour qu'on a l'un pour l'autre. Hem, En fait, on est, dans nos schémas comme on a été habitués nous et dans ce qu'on nous vend beaucoup. On nous dit: «Oui, quand vous avez posé une règle, il faut pas revenir dessus, même si l'enfant il pleure, il faut qu'il comprenne», alors voilà et tout. Mais on peut être clair et constant sur sa règle, tout en consolant un enfant qui a besoin là de câlins, de bisous, même s'il pleure pas même d'ailleurs. Voilà. Parce qu'en fait, ce dont il va avoir le plus besoin, c'est de cette présence-là. Donc effectivement, un enfant et nous, c'est comme ça qu'on le gère aussi, hein. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être beaucoup, beaucoup dans, «Je cherche le cadre, j'ai envie que tu me répètes plein de fois les choses, j'ai besoin là de me confronter à tout ça», c'est des enfants qu'on va beaucoup prendre avec nous, qu'on va beaucoup prendre sur les genoux, à qui on va faire beaucoup de câlins, en fait. Et ça pourrait paraître opposé, hein, on se dit: «Ah ouais, mais du coup, c'est trop facile, quoi. En gros, il fait pas ce qu'on lui demande et il a droit à un câlin». Mais non, c'est parce que ce qu'il dit là, en fait, c'est qu'il a besoin de nous. Donc nous, on prend en charge le besoin. Ça ne veut pas dire qu'on change notre cadre, hein. Il a toujours pas le droit, par exemple, sur du matériel, un enfant qui prendrait systématiquement du matériel, qu'on lui a pas présenté, par exemple, je reviens pas sur la règle, «Ah ben oui, bah, je comprends, c'est compliqué pour toi. Allez, bon, ben, alors tant pis, prends-le». Non, non, c'est juste: «Bon, là, je vois que c'est compliqué pour toi. Allez, viens, on va prendre un temps, je te raconte une histoire, on fait un câlin. Tu as envie de ton doudou?» Voilà. Et souvent, ça désamorce très, très bien les situations, en fait. Et après, quand ils repartent, en gros, ils ont rempli leur réservoir d'amour, donc ils sont sécurisés, donc ils se font confiance. Vous, vous leur faites confiance, vous allez passer un bon moment plutôt que de crier ou de vous fâcher X fois depuis le début de la journée.
et ça désamorce bien les choses et vous n'êtes pas revenu sur ce que vous avez dit, hein. Vous lui avez pas dit: «Je me suis trompée, ah ben non, j'enlève le cadre» et tout ça. Non, non, vous êtes restés. Tu as toujours pas le droit d'utiliser le matériel, mais on peut aussi pas enfin voilà, on peut aussi, ça et donc dans connecter le regard ou passer sur des choses positives plutôt que du négatif, ça aussi, c'est des très bonnes solutions et on n'y pense pas assez parce qu'on n'a pas été construit comme ça et parce qu'on valorise pas ça, en fait. Voilà. Et nous, ça nous arrivait plein de fois, mais même un enfant, hein, à qui on a posé le cadre, mais ça fait, voilà, moi je me souviens une enfant même qui était un peu grande, hein, elle avait 4 ans et demi, cette petite fille, voilà et c'était, on sentait qu'elle avait une période un peu compliquée pour elle et ça se jouait en fait elle se débrouillait en permanence comment ça s'appelle? Pour squeezer le goûter. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y avait un enfant qui voulait aller goûter, hop, elle faisait exprès de repérer et elle s'installait avant l'enfant en question, voilà. Beh, pour le faire râler un peu, en fait. C'était «son plaisir» entre guillemets du moment et voilà et une fois, on lui a dit: «Ben là, non, maintenant, c'est terminé, tu tu plus la possibilité de te mettre au goûter parce que c'est trop compliqué, en fait, à gérer avec les autres» et en fait, elle a fondu en larmes parce qu'elle était pas bien. Et donc là, elle a dit: «Allez viens, on va faire un câlin, on va se poser et cetera», voilà. On n'a pas levé le fait qu'elle ne pouvait pas aller seule au goûter et qu'il fallait qu'elle nous demande. Mais elle était pas bien, on n'allait pas la laisser comme ça, on se disait: «Ah beh, c'est bien fait pour toi, cette fois-ci tu auras compris au moins», enfin voilà. Non, non. Ben oui, je vois bien que là, c'est compliqué pour toi ce que je te raconte. Je vois bien que là, voilà. Donc viens, on fait un câlin, on se pose et puis, après on est reparti du bon pied, quoi. Voilà, donc ça, c'est une des solutions pour amorcer les choses. Voilà, après la plupart du temps, hem, dans la communication avec l'enfant, on est beaucoup effectivement dans cette relation, je te demande de faire ci, je te demande de faire ça et cetera et on n'a pas toujours l'occasion, mais parce que nos vies sont comme ça, hein, enfin je veux dire, on a beaucoup de choses à faire en tant qu'adulte dans le quotidien et on n'a pas beaucoup de temps où on se raconte, nous, nos émotions, ce qu'on vit, on est beaucoup dans le faire. Et ce qui est important pour l'enfant, c'est aussi de transmettre, nous, ce qu'on vit. Alors, à la maison, nous, on avait un rituel, même, tout petit, hein, quand lui qui parlait à peine et tout ça. À un moment donné de la journée, alors ça pouvait être à table, mais des fois, on n'avait pas l'occasion de manger ensemble, donc c'était un autre moment. On se posait et on se disait qu'est-ce qu'on avait aimé aujourd'hui et qu'est-ce qu'on avait moins aimé. Et en fait, tout le monde jouait le jeu, que ce soit l'enfant comme l'adulte. Donc nous, on disait: «Ben, moi, aujourd'hui, j'ai aimé, faire ça, voilà et puis aujourd'hui, ben, j'ai pas aimé me lever ce matin parce que j'avais pas envie», par exemple. Voilà. Et même si les enfants n'ont pas encore un langage hyper élaboré, voilà, les laisser faire. Alors des fois, eux, dans la notion de temps, ça va pas être forcément un truc d'aujourd'hui. Ils vont aimer avoir vu mamie, en fait, c'était il y a 15 jours, mais bon, c'est pas grave. Mais ça permet en tout cas de s'habituer à parler de nos émotions, à ce qu'on aime, à ce qu'on a besoin, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait moins de bien. Voilà et ça nous permet, nous, d'être au clair aussi avec notre journée et de ne pas être tout le temps que sur des trucs négatifs et eux, ça leur apprend aussi beaucoup à se poser sur leurs besoins et sur leurs émotions et voilà, à être clair sur des choses et ça peut être, j'ai pas aimé quand on s'est fâché tout à l'heure parce que j'aime bien quand on passe des bons moments et c'est compliqué, voilà. Mais par contre, il faut toujours différencier que, c'est pas parce que j'ai pas aimé que c'est sa faute à l'enfant, hein. Il faut toujours enlever ça. Heu, c'est pas sa faute, c'est un comportement, c'est du développement, voilà. Après, quand on a des enfants beaucoup plus grands, qui sont bien plus conscients de leurs actes, bon là, par contre, on peut voir les choses différemment et à un moment donné, c'est pas culpabiliser, mais c'est remettre la responsabilité. Bah, tu vois, on a été au cinéma, on s'était fâchés, du coup, tu as fait la tête toute l'après-midi. Bah, franchement, c'était pas un super moment finalement pour moi aujourd'hui, mon moment préféré, ça a été plus ça et ça et c'est dommage et là, c'est pas le culpabiliser, mais c'est lui montrer, bah, tu vois, à un moment donné, on n'était pas d'accord. Est-ce que pour autant on était obligé de se pourrir l'après-midi, quoi? Voilà, c'est juste poser ça, par exemple. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres exemples ou d'autres choses sur la communication ou des questions, juste, sur quelque chose en particulier? Alors, il faut que je fasse un peu le truc de mes dans mes questions parce que alors je vais supprimer les questions auxquelles j'ai déjà répondu, comme ça c'est clair. Parce que sinon il m'affiche des choses, je suis pas sûre. Voilà, ça c'est la petite question logistique. Non, a priori je vois pas d'autres questions pour l'instant. Je vous laisse le temps de la taper aussi. Il y a la possibilité aussi, si c'est plus facile, d'ouvrir les micros, hein, si jamais vous voulez qu'on puisse, discuter plutôt de vive voix que par écrit, dites-le moi, je peux aussi vous ouvrir les micros. Comme c'est enregistré, c'est vrai que, c'est mieux quand on n'a pas forcément, l'image des personnes et qu'on peut être un peu anonyme parce qu'on n'ose pas toujours, dire les choses, mais voilà. Donc au revoir, merci. Beh, avec plaisir. Écoutez, j'espère que vous avez trouvé, les informations, qu'il vous fallait. Voilà, bah, s'il y a pas d'autres questions, de toute façon, on va pouvoir, effectivement tous se quitter. Donc merci en tout cas de votre participation. Donc n'hésitez pas, hein, du coup, s'il y a des questions qui vous viennent après, puisque vous aurez le webinaire quand même, pour le voir, ou pour les personnes qui n'étaient pas là en direct et qui auraient des questions par la suite. Voilà, il y a toujours mon mail, hein, donc je vous le redonne, juliehervé.formation, tout en minuscule, @gmail.com. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions et je prendrai le temps d'y répondre, avec grand plaisir. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Profitez bien. Je ne sais pas si vous avez le beau temps, mais moi j'ai un soleil magnifique en tout cas. Et puis je serai ravie de vous retrouver, prochainement pour un autre webinaire sur, d'autres questions. Voilà, à bientôt, au revoir.